Même pas les moyens de s'offrir une voiture, a plaisanté mon frère. L'hélicoptère a atterri sur la pelouse. Mon moyen de transport est là, ai-je dit. Maman s'est évanouie. Je m'appelle Nathalie Parker, j'ai 34 ans, et j'ai bâti un empire technologique à partir de rien, armé de ma seule détermination et d'une bonne dose de rancœur. En grandissant, mon statut de parent pauvre lors des réunions de famille annuelles chez mon riche oncle m'a appris que l'humiliation peut se présenter sous des emballages de créateurs. Chaque été, je retournais dans ce manoir, avalant ma fierté en même temps qu'un champagne que je n'avais pas les moyens de m'offrir. Cette année allait être différente. Après une décennie de regards en coin et de compliments ambigus de leur part, j'avais préparé une surprise qui allait arriver avec la subtilité de l'hélicoptère Bell 429 que je pilote désormais. Avant que je vous raconte comment j'ai enfin tenu tête à ma famille, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton d'abonnement et attachez vos ceintures. Cette histoire de vengeance s'annonce comme un décollage vertical. Mon enfance à South Boston était à des années-lumière des banlieues huppées et impeccables où résidait mon oncle James et sa famille. Notre appartement de 3 chambres, situé au-dessus d'une supérette, me semblait immense jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est le jour de ma première visite dans la propriété de l'oncle James à Brooklyn que tout a changé dans ma perception des choses. Mon père travaillait comme mécanicien dans un garage local. Ses mains étaient perpétuellement tachées d'une graisse qu'aucun lavage ne parvenait à faire disparaître. Il rentrait épuisé, mais trouvait toujours l'énergie de me faire tourner dans le salon ou de m'aider pour mes projets de science. Ma mère était secrétaire à l'école primaire que je fréquentais, ce qui signifiait que je ne pouvais rien me permettre de ce que faisaient les autres enfants. Avec leurs 2 salaires, nous vivions assez confortablement, les factures étaient payées, il y avait de la nourriture sur la table et nous nous offrions des sorties occasionnelles au cinéma les mardis à tarif réduit. L'oncle James, le frère aîné de mon père, menait une vie totalement différente. Il avait débuté dans l'immobilier pendant le boom sectoriel avant de se diversifier dans divers investissements que je ne comprendrai que bien plus tard. Son manoir de style Tudor trônait au milieu d'un terrain de près de 2 hectares doté de jardins impeccables, d'une piscine intérieure et d'une cave à vin plus grande que notre appartement tout entier. Ma tante Diane, avec ses mèches blondes parfaites et sa silhouette de prof de tennis, nous accueillait toujours avec des baisers aériens et des remarques sur la charmante simplicité de nos vies. Leurs enfants, mes cousins Brittany et Tyler, devinrent les points de comparaison par rapport auxquels je me sentais constamment inférieur. Brittany, de 3 ans mon aînée, possédait son propre cheval dès l'âge de 10 ans et passait ses étés en Europe. Tyler, plus âgé d'1 an seulement, possédait toutes les consoles de jeux vidéo disponibles et un placard rempli de vêtements portant des marques que je n'avais vues que dans les magazines. La première réunion de famille dont je me souvienne clairement fut la célébration du 40e anniversaire de mon oncle. Ma mère m'avait emmené faire les magasins au centre commercial pour m'acheter une robe spéciale, et je me sentais comme une princesse avec mes manches bouffantes et mon tissu brillant. Ce sentiment s'est évaporé lorsque Brittany a fait remarquer la matière synthétique et a demandé à voix haute si nous l'avions acheté dans un de ces magasins de déstockage. Je n'en comprenais pas toute la portée à l'époque, mais la blessure n'en était pas moins vive. À l'âge de 10 ans, lors de la réunion estivale annuelle, je cherchais des toilettes dans la maison et j'ai surpris une conversation dans la cuisine entre la tante Diane et une autre femme élégamment vêtue. « James est tellement généreux d'inviter la famille de son frère chaque année, disait-elle en remplissant son verre de vin. Ce doit être une bonne chose pour les enfants de voir comment vit l'autre moitié du monde, même si je me demande parfois si ce n'est pas cruel de donner à ces cas sociaux un aperçu de ce qu'ils n'auront jamais. » L'autre femme a ri, et je suis resté figé, le mot cas sociaux se gravant dans ma conscience. Je ne comprenais pas totalement ce que cela signifiait, mais j'en savais assez pour comprendre que l'on nous prenait en pitié. Ce soir-là, allongé dans la chambre d'amis avec son lit à baldaquin et ses draps de soie, je me suis fait la promesse silencieuse que plus jamais je ne serais le cas social de qui que ce soit. L'école est devenue mon champ de bataille. Je me suis jeté dans les études avec une intensité qui inquiétait parfois mes parents. S'ils m'encourageaient à m'instruire, ils ne comprenaient pas mon besoin viscéral d'exceller pour décrocher toutes les bourses et distinctions possibles. Dès l'âge de 13 ans, j'avais planifié tout mon avenir universitaire. Des notes maximales, des activités parascolaires clés, du bénévolat stratégique, le tout calculé pour maximiser mes chances d'obtenir une bourse complète dans une université prestigieuse. L'oncle James s'était imposé comme le patriarche de la famille. Dès le début, lors des réunions, tout le monde gravitait autour de lui, recherchant son approbation ou ses conseils financiers. C'est lui qui décidait de l'attribution des places à table, du moment des activités et des sujets de discussion appropriés.
Dans son monde, la réussite se mesurait à une seule chose, la richesse accumulée et affichée. Mon père, le frère cadet qui avait choisi une vie d'ouvrier, était traité avec une sorte de condescendance bienveillante qui me faisait bouillir le sang, même enfant. À mesure que je grandissais, la dynamique familiale devenait plus marquée. Ma cousine Brittany est passée du statut d'enfant gâté à celui d'arriviste calculatrice, fiancée dès l'âge de 22 ans au fils d'un des partenaires commerciaux de l'oncle James. Ses expressions de sympathie à mon égard contenaient toujours une pointe de supériorité. Nathalie, cette bourse d'études est tellement impressionnante. Ce doit être un tel soulagement pour tes parents de ne pas avoir à se soucier des frais de scolarité. Nous sommes tous si fiers de te voir tirer le meilleur parti de ta situation. Tyler est devenu exactement ce à quoi on pouvait s'y attendre, un jeune homme imbu de sa personne, paresseux et totalement inconscient de ses privilèges. Il a progressé de classe en classe dans des écoles privées malgré ses échecs, pour finir par décrocher un poste de vice-président dans l'une des entreprises de l'oncle James, alors qu'il n'avait aucune autre qualification que son nom de famille. Chaque réunion de famille devenait de plus en plus pesante à mesure que les différences de classe s'accentuaient. Au lycée, j'ai développé des stratégies de survie, arriver tard, partir tôt, apporter un livre pour m'évader et perfectionner l'art de la réponse polie mais évasive aux questions indiscrètes sur mes projets d'avenir. L'oncle James ne manquait jamais une occasion de rappeler à tous que sa générosité rendait ces rassemblements possibles. La famille, c'est tout, proclamait-il lors de ses inévitables discours au moment du dîner, une coupe de champagne à la main. Peu importe la diversité de nos parcours, nous devons nous rappeler que les liens du sang nous unissent. Certains d'entre nous ont peut-être été plus chanceux. À ce moment-là, son regard se posait invariablement sur mes parents et moi. Mais nous sommes tous des Parker à la fin. Le sous-entendu était limpide. Il y avait une hiérarchie chez les Parker, et nous étions tout en bas. Mais les hiérarchies, comme je l'apprendrai plus tard en affaires, sont rarement aussi stables qu'elles le paraissent. Être admise au MIT avec une bourse complète fut ma première véritable victoire. La lettre d'acceptation est arrivée un mardi après-midi, et je me souviens encore des larmes de ma mère lorsqu'elle a téléphoné à toutes nos connaissances. Ce soir-là, mon père a rapporté une bouteille de champagne, un luxe dans notre foyer, et nous avons trinqué aux perspectives d'avenir. La célébration lors de la réunion de famille suivante fut nettement plus modérée. L'oncle James m'a félicité d'une tape sur l'épaule et a immédiatement enchaîné sur l'histoire d'un de ses partenaires de golf dont le fils avait intégré Harvard par la voie classique. L'allusion n'a échappé à personne. L'entrée à l'université a été un véritable choc. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus la personne la plus intelligente de la pièce. Mes camarades venaient d'écoles préparatoires proposant des cours avancés auxquels je n'avais jamais eu accès, et beaucoup d'entre eux codaient depuis leur enfance, alors que j'avais appris par moi-même sur les ordinateurs de la bibliothèque publique. Le premier semestre a été brutal. De longues nuits passées à essayer de rattraper mon retard, des matins où le syndrome de l'imposteur menaçait de m'engloutir, et la conscience permanente que, si les autres étudiants pouvaient se permettre d'échouer, ma bourse dépendait du maintien d'une certaine moyenne. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel en même temps, rangé des livres à la bibliothèque universitaire le matin, donné des cours de soutien en maths à des lycéens le week-end et surveillé les salles d'informatique pendant la nuit. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Mais l'alternative, à savoir demander de l'argent à mes parents alors qu'ils n'en avaient pas, ou pire, solliciter un petit prêt auprès de l'oncle James, était impensable. C'est au cours d'une nuit blanche particulièrement éprouvante dans le bâtiment d'informatique que j'ai fait la connaissance de Lucas Chin. Il m'a trouvé endormi sur mon clavier à 4 heures du matin, une tasse de café à moitié vide et froide à mes côtés. Au lieu de passer son chemin, il s'est assis et m'a aidé à déboguer le programme avec lequel je me battais depuis des heures. Au lever du soleil, non seulement nous avions corrigé mon travail, mais nous nous étions découvert une fascination commune pour les vulnérabilités de la sécurité des réseaux. Lucas est devenu mon premier véritable ami au MIT, puis mon associé. Fils d'immigrés chinois qui tenait un restaurant en Californie, il comprenait mon ambition d'une manière que mes camarades fortunés ne pouvaient pas saisir. Nous avons passé d'innombrables heures à discuter des failles des systèmes de cybersécurité existants et à imaginer des solutions inédites. Le problème avec les approches actuelles, disait Lucas lors de nos sessions de codage nocturnes, c'est qu'elles sont toutes défensives. Nous devons penser comme les attaquants, mais en gardant une longueur d'avance. Dès notre 3e année, nous avions esquissé le plan d'affaires de ce qui allait devenir Parker Chin Security Solutions. Ce projet nous enthousiasmait, mais il s'est avéré presque impossible de trouver quelqu'un qui nous prenne au sérieux.
Les investisseurs en capital risque recherchaient des équipes expérimentées, pas deux étudiants avec des idées non testées. Le diplôme est arrivé avec les honneurs, mais sans offre d'emploi à la hauteur de nos ambitions. Alors que nos camarades acceptaient des postes payés à 6 chiffres dans des entreprises technologiques bien établies, Lucas et moi avons emménagé dans un appartement délabré de Cambridge, avec des problèmes de plomberie et un chauffage défaillant. Nous avons vécu de nuits instantanées et de détermination, codant jour et nuit pour concevoir le prototype de notre système de sécurité. Cet été-là coïncidait avec le mariage fastueux de ma cousine Brittany dans la résidence d'été des Parker à Cape Cod. Je n'avais pas les moyens d'offrir un cadeau convenable ni de m'acheter la tenue de créateur exigée pour de telles occasions. À la place, j'ai porté une robe dénichée dans un dépôt-vente et j'ai apporté un cadeau fait main, un cadre photo numérique codé sur mesure, capable de récupérer et d'afficher des images depuis le cloud, ce qui n'existait pas encore sur le marché. Le mariage fut un défilé de richesses et de relations. Parmi les invités figuraient des sénateurs, des PDG et même un membre d'une famille royale européenne de second rang. On m'a placé à ce qui était manifestement la table des invités de seconde zone, avec des parents éloignés dont personne ne se souvenait vraiment et l'assistant du photographe. Tout au long de la réception, j'ai aperçu les membres de ma famille proche également dispersés à des tables peu enviables, loin de la table d'honneur. Lors du dîner de répétition, l'oncle James a captivé l'attention de l'assemblée en prononçant un discours improvisé sur la réussite et l'héritage familial. Après une longue introduction, il a dirigé son verre de vin vers moi. « Prenez ma nièce Nathalie par exemple », a-t-il annoncé devant cette assemblée d'inconnus et de connaissances. Une fille brillante, major de sa promotion au MIT, mais qui illustre parfaitement ce qui se passe quand on poursuit des rêves irréalistes au lieu de bâtir sur des bases solides. Tout ce bagage universitaire pour se retrouver sans emploi et lancer une sorte d'entreprise sur Internet. Il a ricané, imité par d'autres invités. Parfois, la meilleure leçon pour les jeunes, c'est de voir ce qu'il ne faut pas faire. Sans rancune, Nathalie. Je suis sûr que tu finiras par trouver ta voie et que tu viendras travailler dans une vraie entreprise. L'humiliation m'a brûlé le cœur alors que les têtes se tournaient vers moi et que les regards s'emplissaient de pitié ou d'amusement. Mes parents fixaient leurs assiettes, mal à l'aise mais peu enclins à défier l'oncle James sur son propre terrain. Ce soir-là, dans le petit pavillon d'amis où l'on nous avait logés, loin de la propriété principale réservée aux invités importants, j'ai fait un autre serment silencieux. Non seulement je réussirais, mais je le ferais d'une manière si incontestable que personne dans la famille ne pourrait plus jamais me déconsidérer. Les mois qui ont suivi le mariage de Brittany ont été les plus sombres de notre aventure entrepreneuriale. 3 investisseurs potentiels se sont désistés à la dernière minute. Lucas et moi avons eu une dispute sérieuse sur l'orientation de l'entreprise qui a failli mettre fin à notre association. Mes prêts étudiants sont entrés en phase de remboursement, ajoutant un stress financier à une situation déjà précaire. J'ai pris des gardes de barmaid dans un pub local simplement pour payer le loyer, tout en codant 60 heures par semaine. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Un soir particulièrement difficile, après avoir reçu notre 15e courriel de refus, j'ai appelé ma mère en larmes. Peut-être que l'oncle James a raison, ai-je dit, assise sur l'escalier de secours de notre appartement pour capter un meilleur réseau. Peut-être que je devrais simplement postuler à des postes de débutante dans des entreprises établies. La réaction de ma mère m'a surprise. Habituellement encourageante mais pragmatique, elle a manifesté une colère rare. Nathalie Parker, écoute-moi bien. Ton oncle a passé sa vie entière à mesurer la réussite avec les mauvais critères. Il a une belle famille qu'il voit à peine. Des amis qui ne sont en réalité que des relations d'affaires et un frère qu'il traite comme un raté parce qu'il a choisi le bonheur plutôt que la richesse. Si tu veux abandonner parce que ce travail ne correspond pas à tes attentes, c'est une chose. Mais ne t'avise pas d'abandonner à cause de ce que James ou quiconque pense que tu devrais faire. Cette conversation a ravivé ma détermination. J'ai cessé de me rendre aux réunions de famille pendant un certain temps, prétextant des obligations professionnelles. En réalité, je ne supportais plus leurs questions et leurs jugements alors que nous étions encore en difficulté. À la place, j'ai canalisé chaque refus et chaque doute pour perfectionner nos protocoles de sécurité, résolus à leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Le déclic s'est produit à 2h17 du matin, un mardi de novembre, 18 mois après l'obtention de notre diplôme. Lucas et moi travaillions sur un algorithme de sécurité adaptatif capable de prédire et de contrer les attaques en apprenant de leur schéma. Nous avions progressé, mais nous nous heurtons toujours aux mêmes limites de traitement. Ce soir-là, épuisée et légèrement délirante,
j'ai tenté une approche qui transgressait plusieurs principes de sécurité établis, et cela a fonctionné. Putain de merde, a chuchoté Lucas en regardant le programme parer avec fluidité des attaques simulées qui avaient auparavant fait planter notre système. Nat, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Je m'en rendais compte. Nous avions créé un protocole de sécurité capable d'évoluer plus vite que les menaces qui le visaient, le saint graal de la cybersécurité. Le lendemain matin, sans avoir dormi et dopé par une surconsommation de caféine, nous avons réécrit notre plan d'affaires et commencé à passer des appels. À la fin de la semaine, nous avions obtenu des rendez-vous avec 3 investisseurs sérieux. À la fin du mois, nous avions décroché notre premier tour de table de 75 000 $ pour adapter cette technologie à des fins commerciales. Notre premier client d'envergure est venu grâce à une persévérance frisant le harcèlement. J'avais identifié une entreprise de services financiers de taille moyenne dotée de protocoles de sécurité obsolètes comme le cas d'étude idéale. Après des dizaines d'appels et de courriels restés sans réponse, j'ai campé dans le hall de leur siège social pendant 2 jours jusqu'à ce que le directeur de la technologie accepte un entretien de 15 minutes simplement pour se débarrasser de moi. Ces 15 minutes se sont transformées en une réunion de 3 heures dès qu'il a vu notre démonstration, pour se solder par un contrat de 120 000 $ afin de sécuriser leur système. Cette première année s'est déroulée dans un tourbillon de nuits blanches, de percées exaltantes et de revers éprouvants. Lucas et moi travaillions dans un minuscule bureau situé au-dessus d'un restaurant chinois, l'odeur constante d'ail et de sauce soja imprégnant nos vêtements. Nous avons embauché notre premier employé, un programmeur de génie nommé Darius, qui avait abandonné ses études à Stanford en raison de troubles anxieux. En l'espace de 6 mois, nous avions recruté 5 personnes de plus, toutes des esprits brillants et atypiques qui avaient été négligés par de plus grandes entreprises technologiques pour diverses raisons. Le véritable tournant s'est produit au bout de 18 mois, lorsque notre système de sécurité a déjoué une attaque majeure contre la base de données de l'un de nos clients. L'incident a fait la une des actualités technologiques, attirant l'attention de plus grandes entreprises. Soudain, nous ne courions plus après les rendez-vous, c'est nous qui refusions des clients pour préserver la qualité de nos services. Un grand conglomérat technologique nous a approchés avec une offre d'achat de 30 millions $ pour absorber notre technologie et notre équipe. Cette somme était tellement vertigineuse qu'elle balayait instantanément tout souci financier pour toujours. Lucas était naturellement tenté. Nous avons passé une semaine à débattre, à calculer et à imaginer un avenir où nous serions subitement et incontestablement riches. En fin de compte, je l'ai convaincu de refuser. S'il propose 30 millions maintenant alors que nous ne faisons que commencer, imagine notre valeur si nous préservons notre indépendance et continuons à développer notre technologie, ai-je plaidé. Et puis, as-tu vraiment envie de rendre des comptes à un conseil d'administration d'entreprise qui ne comprend rien à ce que nous avons créé? La décision de rester indépendant s'est avérée cruciale. En un an, la valorisation de Parker Chin Security Solutions a dépassé les 100 millions $. Nous avons emménagé dans de véritables bureaux au sein d'une tour de Cambridge, avec une équipe qui comptait désormais plus de 50 personnes. Les distinctions sectorielles et la reconnaissance ont suivi, bien que j'ai délibérément choisi de rester discrète dans les médias. Moins ma famille en savait sur ma réussite, mieux c'était, je voulais que cette révélation se fasse selon mes propres conditions. Malgré ma fortune grandissante, je conservais des habitudes de consommation personnelle relativement modestes. Mon appartement, bien que situé dans un immeuble de standing, n'avait rien d'ostentatoire. Je conduisais une voiture de luxe pratique plutôt qu'un modèle tape à accent grave-l'œil. La seule exception concernait mes cours de pilotage. Je m'étais découvert une passion inattendue pour l'aviation et passais mes week-ends à apprendre à piloter des appareils de plus en plus sophistiqués. Cette sensation de liberté en plein ciel, la rigueur technique requisée, pour être honnête, la capacité de m'élever littéralement au-dessus de tout le reste résonnait en moi de manière profonde. À mesure que l'entreprise grandissait, ma vision stratégique s'affinait. Nous avons commencé à acquérir des participations minoritaires dans des sociétés de sécurité complémentaires, structurant ainsi un réseau de technologies alliées. J'étudiais les rouages des affaires avec la même rigueur que j'appliquais autrefois au codage, devenant aussi à l'aise avec les fusions-acquisitions qu'avec les langages de programmation. Lorsque l'occasion s'est présentée d'acheter un hélicoptère Bell 429, je l'ai justifié à la fois comme un outil professionnel et un plaisir personnel. Cet appareil biturbine profilé me permettait de me déplacer entre mes réunions dans le nord-est bien plus rapidement que les vols commerciaux, et l'entreprise en avait largement les moyens. Mais la réalité était plus simple, je le voulais.
La petite fille que l'on avait fait se sentir si insignifiante dans le manoir de son oncle avait désormais les moyens de descendre du ciel si elle le décidait. Au bout de 5 ans d'existence, Parker Chin Security Solutions était devenu un leader du secteur avec une valorisation proche des 9 chiffres. Lucas gérait l'innovation technologique tandis que je me concentrais sur la stratégie commerciale et le développement. Nous nous étions développés à l'international avec des bureaux à Londres, Singapour et Toronto. Notre portefeuille client comprenait des entreprises du Fortune 500, des organismes gouvernementaux et des institutions financières de premier plan. Malgré tout cela, je maintenais l'illusion d'une réussite modeste auprès de ma famille. Lors des rares réunions auxquelles je ne pouvais échapper, je parlais vaguement de la bonne marche des affaires tout en éludant les questions précises. Je me rendais aux réceptions familiales au volant de ma modeste Audi, portais des vêtements discrets, bien que désormais de créateurs, et ne démentais jamais leurs suppositions selon lesquelles je m'en sortais convenablement, mais sans rien d'exceptionnel. L'oncle James poursuivait sa condescendance, bien qu'avec un mépris un peu moins flagrant. La bulle technologique n'a pas encore éclaté pour toi. C'est bien que tu arrives à maintenir cette petite affaire à flot. Il avait fini par me comparer désavantageusement à mon cousin Tyler, récemment promu vice-président exécutif de la société familiale en dépit d'une série d'erreurs coûteuses. À l'approche de la réunion de famille estivale de cette 5e année, j'ai pris ma décision. Le moment était venu de mettre fin à cette comédie. J'avais assisté à bien assez d'événements dans le rôle du cas social de service. Cette année serait différente. Cette année, j'arriverai en tant que moi-même, Nathalie Parker, PDG d'une entreprise valant plus que tout ce que l'oncle James avait bâti au cours de sa vie. Le plan était simple mais théâtral. Je me rendrai au rassemblement en voiture comme d'habitude, je jouerai le jeu pendant le dîner, puis, au moment idéal, mon pilote arriverait en hélicoptère pour me transporter d'urgence vers une importante réunion d'affaires. Cette révélation serait impossible à balayer ou à minimiser. Était-ce mesquin? Peut-être. Calculé pour un impact maximal? Absolument. Mais après des années d'humiliation subtile et de dénigrement, j'estimais avoir droit à ce moment de revanche parfaitement orchestré. La propriété de l'oncle James offrait le même spectacle que d'habitude, imposante, méticuleusement entretenue et conçue pour afficher richesse et statut social à quiconque s'en approchait. J'ai délibérément choisi de venir avec mon Audi plutôt qu'avec la Porsche neuve que je venais d'acquérir, me garant bien plus bas dans l'allée circulaire parmi les véhicules les moins impressionnants. Certains réflexes d'autoprotection ont la vie dure. La propriété s'étendait sur près de 2 hectares paysagers, la demeure principale étant une bâtisse de style néo-Tudor de cette chambre dotée de nombreux détails architecturaux qui ne servaient à rien d'autre qu'à l'ostentation. Des allées pavées serpentaient à travers des jardins à l'anglaise dont une équipe de paysagistes préservait la perfection tout au long de l'année. Un court de tennis, récemment rénové, jouxtait le pavillon de piscine qui s'avérait plus spacieux que la maison de mon enfance. La tante Diane m'a accueilli sur le pas de la porte avec ses baisers aériens habituels, effleurant mes joues sans réel contact. Nathalie, ma chérie, nous n'étions pas sûrs que tu viendrais cette année. Tu es toujours si occupée avec tes histoires d'ordinateur. Son sourire restait figé tandis que son regard inspectait ma tenue, cherchant de toute évidence à évaluer le prix de mes vêtements épurés. Je ne raterais cela pour rien au monde, ai-je répondu avec une chaleur étudiée. Les traditions familiales sont importantes. Le hall d'entrée s'ouvrait sur une immense pièce de réception où plusieurs parents s'étaient déjà rassemblés. Ma cousine Brittany se tenait près de la cheminée, une main posée sur son ventre rebondit sa 2e grossesse tandis que l'autre tenait un verre d'eau pétillante. Son mari Gregory, un gestionnaire de fonds spéculatifs à l'expression perpétuellement perplexe, hochait la tête en écoutant l'histoire que racontait l'oncle James. Nathalie, a crié Brittany en me faisant signe d'approcher. Viens sentir le bébé bouger. Je parie qu'il sera joueur de football, c'est sûr. Je me suis exécuté, posant brièvement la main sur son ventre tandis qu'elle entamait une longue description des travaux de rénovation de la chambre d'enfant qui avaient coûté une fortune absolue, mais qui en valaient la peine pour le confort du petit Hudson. C'est formidable, ai-je dit. Tu es superbe. Merci. Nous revenons tout juste de Monaco. Le cabinet de Gregory a bouclé une affaire énorme, alors nous avons fêté cela pendant 2 semaines sur un yacht. Elle a touché le pendentif en diamant qui ornait son cou. C'est mon cadeau de naissance pour le 2e bébé. Gregory sait à quel point j'adore Cartier. Avant que je ne puisse répondre, le cousin Tyler a fait son apparition, un verre frais à la main, montrant déjà des signes d'avoir commencé les festivités un peu trop tôt.
Tiens, voilà l'intello de l'informatique. Tu t'amuses toujours avec tes sites internet ou je ne sais quoi. J'ai esquissé un sourire crispé. Cybersécurité, Tyler. Et oui, l'entreprise se porte très bien. Cool, cool. Et, regarde ça. Il a sorti son téléphone pour me montrer les photos d'une voiture de sport rouge vif. Je l'ai récupérée la semaine dernière. De 0 à 100 en 3,8 secondes. Ça a dû coûter plus cher que ton salaire annuel, je parie. Il a ri de sa propre blague. Elle est très rouge, ai-je commenté, ce qu'il a semblé prendre pour le compliment qu'il cherchait à obtenir. La tante Diane avait organisé l'apéritif sur la terrasse dominant le jardin. Je me suis retrouvé coincé par elle et deux de ses amis du club de tennis, des femmes arborant des mèches identiques et des bracelets assortis qui semblaient communiquer par un langage codé fait de jugements discrets. Nathalie a sa propre entreprise, a expliqué la tante Diane à ses amis. N'est-ce pas courageux dans la conjoncture actuelle? Tout le monde n'a pas besoin de la sécurité d'un vrai poste en entreprise ou de relations familiales. Elle a tapoté mon bras. Nous avons toujours admiré la façon dont tu as construit ta vie modeste selon tes propres règles. C'est une façon de voir les choses, ai-je répliqué en prenant une gorgée de champagne bien calculée. Et tu fréquentes quelqu'un de spécial, a demandé l'une des amies, avec une expression suggérant qu'elle savait déjà que la réponse était négative. Je me suis concentré sur mon travail, ai-je répondu simplement. Cela laisse peu de temps pour les rencontres. Oh, mais tu dois prendre le temps, a insisté la tante Diane. Les femmes d'affaires se réveillent souvent à 40 ans en réalisant qu'elles ont laissé passer leur chance de fonder une famille. Non pas qu'il y ait de mal à privilégier sa carrière, bien sûr. Cette réserve ne cadrait pas avec son air faussement préoccupé. L'annonce du dîner m'a évité de subir d'autres interrogations. La salle à manger d'apparat pouvait accueillir 24 convives autour de la table en acajou qui aurait autrefois appartenu à un membre d'une famille royale européenne de second rang. Les couverts comprenaient de la vaisselle de famille et du cristal, avec des compositions florales élaborées créant un obstacle visuel stratégique empêchant les discussions d'un bout à l'autre de la table. Comme prévu, on m'avait placé à l'extrémité de la table, entre un grand-oncle âgé et dur d'oreille et un ami de Tyler dont le nom m'échappait. L'oncle James se tenait en bout de table, captant l'attention générale en tapotant doucement son couteau contre son verre en cristal. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à notre rassemblement estival annuel. La famille Parker a de nombreuses raisons de se réjouir cette année. Ce qui a suivi fut sa traditionnelle énumération des réussites de la famille, une cérémonie conçue pour consolider la hiérarchie qu'il avait instaurée, la grossesse de Brittany et la promotion de son mari, le poste de direction et la nouvelle voiture de sport de Tyler. Les fiançailles de différents cousins, les acquisitions immobilières et les résidences de vacances. Chaque annonce était saluée par des exclamations admiratives de la famille réunie. Et Nathalie, a-t-il fini par déclarer sur un ton légèrement différent, poursuit son activité informatique. Nous sommes tous très fiers de son indépendance. Ce compliment mitigé est resté suspendu dans l'air, suivi d'un instant de silence gêné avant qu'il ne passe rapidement à la bénédiction du repas. Tout au long du dîner, les conversations flottaient autour de moi plutôt qu'avec moi. Je répondais aux rares questions polies concernant mon travail par des formules volontairement floues. L'activité est stable. Nous étudions de nouvelles opportunités. Le secteur de la technologie connaît des hauts et des bas. Au moment de servir le dessert, l'oncle James a orienté la conversation vers sa dernière acquisition professionnelle, une entreprise régionale de services de sécurité détenant des contrats publics. L'affaire s'est conclue la semaine dernière pour 30 millions de dollars, entièrement en espèces. Ils m'ont pratiquement supplié de la leur acheter. Une excellente opération, James a commenté l'un de ses partenaires de golf. C'est un secteur d'avenir. La sécurité est assurément un secteur en pleine expansion, ai-je glissé doucement. Tyler a ricané. Qu'est-ce que tu y connais en fusion-acquisition, Nat? Ton entreprise se résume toujours à toi et ton copain d'université dans un bureau partagé. Plusieurs personnes ont ri, dont l'oncle James. Allons, Tyler, sois gentil. L'activité de Nathalie est une structure spécialisée. Tout le monde n'a pas les épaules pour gérer une véritable expansion. J'ai pris une petite bouchée de gâteau au chocolat, laissant le silence s'installer. En réalité, ai-je commencé, mais l'oncle James reprenait déjà la parole pour couper court, exposant ses projets de restructuration de l'entreprise rachetée. Le précédent propriétaire manquait de vision, a-t-il affirmé. C'est la mentalité classique des fondateurs,
trop attachés à leurs idées de départ. Parfois, ces profils techniques ont besoin qu'on les sauve d'eux-mêmes. C'est tout à fait vrai, a acquiescé la tante Diane. Ils sont tellement absorbés par leurs petits projets qu'ils perdent de vue la réalité financière globale. Quelque chose a lâché en moi. 5 années de patience calculée se sont effondrées en un instant. En parlant de finances, ai-je dit d'une voix suffisamment forte pour couvrir les autres conversations, quelqu'un d'autre a-t-il remarqué le changement de tendance sur le marché de la sécurité technologique au dernier trimestre? Les multiples de valorisation étaient fascinants. La table s'est tue, la surprise se lisant sur plusieurs visages de me voir aborder un sujet commercial de fond. L'oncle James a été le premier à se reprendre. Je doute que la plupart des convives suivent les indicateurs de marché d'aussi près, Nathalie a suggéré son ton de voix. Moi non plus, ai-je admis. C'est probablement un sujet d'intérêt réservé à ceux d'entre nous qui gèrent activement des investissements à 9 chiffres. Ma cousine Brittany a ri nerveusement. Pas mal, Nat. Des chiffres à 9 chiffres. Tu t'imagines? En parlant de chiffres, a habilement enchaîné l'oncle James. Nathalie, tes parents ont évoqué le fait que tu cherchais éventuellement à donner une nouvelle orientation à ta carrière. Si cela t'intéresse, je pourrais te trouver un poste de débutante dans l'une de mes entreprises. Les avantages sociaux seraient plus avantageux que ce que tu peux t'offrir toi-même dans ta start-up. La table est devenue pesamment silencieuse. Même ceux qui se délectaient habituellement de mon humiliation semblaient gênés par le caractère direct de cette offre. C'est très généreux de ta part, ai-je répondu calmement, mais je suis pleinement satisfaite de ma situation actuelle. Bien sûr, bien sûr. C'est simplement une piste à explorer, a-t-il souri avec magnanimité. La famille doit s'entraider. Tout le monde ne peut pas réussir en affaires. Cela demande un certain flair, mais il n'y a aucune honte à admettre qu'il est temps d'intégrer le vrai monde de l'entreprise. Plusieurs parents ont hoché la tête en signe d'approbation. Le cousin Tyler, enhardi par l'alcool et l'exemple de son père, a ajouté « Ouais, on devrait lancer une cagnotte pour Nathalie, la fondation de soutien aux geeks. » Il a ri de sa propre plaisanterie, imité par quelques invités. J'ai délicatement posé ma serviette à côté de mon assiette et me suis levé. Veuillez m'excuser un instant. En m'éloignant, j'ai entendu la tante Diane murmurer à voix basse, la pauvre. James essayait seulement de l'aider. Une fois isolé dans le jardin, j'ai envoyé un SMS contenant un seul mot, maintenant. Je suis retourné dans la salle à manger avec un sentiment de calme retrouvé, reprenant ma place alors que l'oncle James décrivait ses projets pour une nouvelle résidence de vacances à Aspen. Nous avons obtenu un terrain exclusif près du sommet des remontées mécaniques, disait-il. L'architecte qui a conçu la propriété de Kevin Costner s'occupe des plans. 8 chambres, piscine intérieure, la totale. Cela a l'air charmant, ai-je commenté. J'ai toujours aimé Aspen, bien que je préfère Telluride pour son atmosphère plus paisible. Tu es déjà allé à Telluride, a demandé la tante Diane, la surprise perceptible dans sa voix. C'était quand? L'hiver dernier, ai-je répondu d'un ton détaché. Juste pour un court week-end de ski. Avec un salaire de start-up technologique. C'est bien pour toi de t'offrir quelques extras, a-t-elle répliqué avec ce qu'elle pensait sans doute être des encouragements. L'oncle James a poursuivi son récit sur la propriété d'Aspen, détaillant les millions investis dans des aménagements sur mesure. J'ai mangé mon dessert en silence, consultant ma montre de temps à autre. Le point fort de cette acquisition, reprenait l'oncle James en revenant à son succès commercial, c'est que je connais personnellement le PDG de Texas Systems, qui a tenté de surenchérir sur moi. Martin Wayland, nous jouons dans le même club de golf. Martin est un personnage intéressant, ai-je fait observer. Son approche des affaires est très traditionnelle. L'oncle James s'est arrêté net, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Tu connais Martin Wayland? Nos chemins se sont croisés lors de salons professionnels, ai-je répondu évasivement. Il n'est pas particulièrement avant-gardiste en matière de protocole de sécurité avancé. Eh bien, il a bâti une entreprise de 100 millions de dollars, alors il doit s'y prendre correctement, a répliqué l'oncle James, manifestement contrarié que je revendique une relation avec un membre de son cercle. 100 millions? C'est la valeur qu'il t'a annoncée? J'ai doucement souri. C'est généreux. La conversation aurait pu continuer sur ce ton, mais un grondement lointain est venu l'interrompre, le bruit caractéristique des pales d'un hélicoptère fendant l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? La tante Diane s'est levée pour regarder par les fenêtres de la salle à manger.
James, tu as prévu un hélicoptère? L'oncle James a froncé les sourcils. Bien sûr que non. Il doit se diriger vers l'héliport de l'hôpital. Mais le bruit s'est amplifié, se rapprochant de toute évidence de la propriété. La conversation s'est arrêtée alors que le grondement devenait impossible à ignorer. Plusieurs membres de la famille se sont approchés des fenêtres pour observer un hélicoptère noir profilé surgir au-dessus de la cime des arbres. Il descend ici, a dit quelqu'un inutilement alors que l'appareil amorçait sa descente vers la vaste pelouse. La perplexité s'est transformée en confusion alors que les proches se précipitaient de la salle à manger vers la terrasse pour mieux voir. Le Bell 429 s'est posé en douceur sur la pelouse, ses rotors ralentissant sans s'arrêter totalement. Qui peut bien avoir cette audace, a commencé l'oncle James, le visage rouge de colère, en s'avançant sur la pelouse. C'est une propriété privée. Un homme en uniforme de pilote est sorti de l'hélicoptère et s'est dirigé calmement vers le groupe rassemblé sur la terrasse. Il portait une tenue professionnelle noire ornée d'un signe discret sur la poche de poitrine. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption », a-t-il crié pour couvrir le bruit du moteur au ralenti. « Je cherche mademoiselle Parker. » Tous les regards se sont tournés vers moi. « C'est moi », ai-je dit en faisant un pas en avant. Le pilote a hoché la tête respectueusement. « Mademoiselle Parker, je vous prie de m'excuser pour le retard. Il y avait un trafic aérien imprévu au-dessus de Boston. L'avion privé est ravitaillé et vous attend au terminal d'affaires. » L'oncle James s'est interposé. « Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas vous poser en hélicoptère chez moi sans autorisation. »« Je vous demande pardon pour le désagrément, monsieur, » a répondu le pilote avec une courtoisie professionnelle. « Je ne fais que suivre les directives de mademoiselle Parker. »« Mes directives ?» L'oncle James a paru dérouté. « Pas les vôtres, » a précisé le pilote. « Les directives de Nathalie Parker. » Tous les regards se sont à nouveau braqués sur moi. « Merci, Michael, ai-je dit au pilote. Je serai prête dans quelques minutes. » Le silence qui s'en est suivi fut absolu, seulement troublé par le souffle léger du moteur de l'hélicoptère. Nathalie a fini par articuler l'oncle James, la voix hésitante. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un hélicoptère qui t'attend? » J'ai souri, sentant un calme inhabituel m'envahir. Le moment que j'avais imaginé pendant des années était enfin arrivé. « C'est mon hélicoptère, oncle James. Je dois être à New York pour une réunion tôt demain matin. »« Ton hélicoptère » a répété la tante Diane, la voix montant d'un octave. « C'est impossible. »« Je t'assure que si, » ai-je répliqué. Parker Chin Security Solutions dispose d'une flotte restreinte pour le transport de ses cadres. Cet appareil est mon outil de transport personnel. Parker Chin? Cette petite start-up que tu gères avec ton copain, a demandé Tyler, la confusion se lisant sur son visage. Cette petite start-up assure actuellement la cybersécurité de 60% des entreprises du Fortune 100, de 3 grands ministères gouvernementaux et des 8 plus grandes institutions financières mondiales, ai-je déclaré calmement. Nous ne sommes pas cotés en bourse, c'est pourquoi vous ne nous trouverez pas dans la presse financière classique, mais notre dernière valorisation nous situait juste au-dessus des 2 milliards de dollars. Le silence de plomb qui a suivi valait chacune des minutes de retenue que je m'étais imposé au fil des ans. 2 milliards, a répété l'oncle James, le visage blême. À quelques centaines de millions près selon l'état du marché, ai-je précisé. Lucas et moi avons conservé la majorité des parts lors de chaque phase de financement. Je détiens actuellement 38% de l'entreprise. La main de Brittany s'est portée à sa bouche. Cela te ferait une valeur de près de 800 millions de dollars sur le papier. Exactement, ai-je conclu pour elle. Même si les liquidités restent un facteur à prendre en compte avec des actifs non cotés. La famille est restée pétrifiée, assimilant cette nouvelle réalité au regard de leurs années de préjugés. C'est formidable, Nathalie, a fini par dire l'oncle James d'une voix mal assurée, tentant de redresser la situation. J'ai toujours su que tu avais du potentiel. Ton ambition me rappelle la mienne à ton âge. Ah bon, ai-je demandé. Je ne me souviens pas que tu aies déjà exprimé cette confiance auparavant. Eh bien, peut-être pas de façon directe, mais a-t-il bafouillé. J'ai sorti une fine chemise cartonnée de mon sac à main pour la lui tendre. En parlant de potentiel, ceci devrait t'intéresser. Cela concerne True Shield Security. Il a froncé les sourcils en prenant le dossier. L'entreprise que je viens d'acquérir?
Qu'en est-il? Parker Chin Security Solutions a racheté une participation majoritaire dans TrueShield le mois dernier par l'intermédiaire de plusieurs sociétés écrans. Nous avons gardé notre implication secrète pour éviter de faire grimper le prix d'achat. J'ai marqué une pause pour le laisser assimiler l'information. Tu détiens désormais 26% d'une entreprise possédée à 62% par ma société. Concrètement, oncle James, tu dépends de moi dans cette structure d'entreprise. Il a ouvert le dossier d'une main tremblante, parcourant les pièces justificatives qui corroboraient mes propos. C'est impossible, a-t-il murmuré. Je l'aurais su. Vraiment, ai-je demandé doucement. Tu as passé les 5 dernières années à dénigrer mon entreprise en la qualifiant de petit projet informatique. Il ne t'est jamais venu à l'esprit de te renseigner sur ce que nous faisons réellement ou sur notre positionnement sur le marché. Tyler s'est avancé, ses moqueries passaient laissant place à un sourire mielleux. Nat, c'est incroyable. Tu aurais dû nous le dire. Nous sommes de la même famille après tout. Oui, ai-je acquiescé. Nous sommes de la même famille. Cette même famille qui m'a placé en bout de table pendant 2 décennies. Cette même famille qui qualifiait mes parents de cas sociaux. Cette même famille qui me proposait un poste de débutante par pitié il y a encore 10 minutes. Personne n'a trouvé de réponse à cela. Le silence s'est étiré de façon pesante alors que mes proches digéraient ce retournement de situation spectaculaire. L'oncle James s'est repris le premier, retrouvant l'assurance feinte qu'il avait bien servi en affaires depuis des décennies. Nathalie, il y a manifestement eu un malentendu, a-t-il commencé en tendant le dossier à sa femme sans la regarder. Quand je t'ai proposé ce poste tout à l'heure, c'était simplement parce que je n'avais pas mesuré l'ampleur de ta réussite. Tu as gardé tes succès si discrets. Peut-être trop discrets pour ta propre famille. Est-ce le cas, ai-je interrogé calmement. Ou est-ce que tu ne t'es simplement jamais intéressé sincèrement à ma vie et à mon travail? Non, ce n'est pas tout à fait juste, a-t-il répliqué en se forçant à rire. Les réunions de famille ne sont pas des réunions d'affaires. Nous abordons des sujets personnels comme la nouvelle voiture de sport de Tyler ou les résidences de vacances de Brittany. Cela semble effectivement mériter de longs échanges. Mes cousins ont eu la décence d'avoir l'air embarrassés. Brittany s'est avancée, l'expression nouvellement intéressée. Nous avons toujours cru en toi, Nathalie, a-t-elle affirmé, posant sa main sur son ventre rond comme pour s'en faire un bouclier contre toute critique. Tu te souviens de l'époque où tu préparais tes dossiers d'inscription universitaire et que je t'avais aidé pour tes rédactions? Tu t'étais proposé pour les relire avant de raconter à tout le monde au dîner qu'elles étaient mignonnes mais naïves, lui ai-je rappelé. Et au Noël dernier, tu m'as conseillé d'envisager d'enseigner dans un institut local de second rang comme solution de secours au cas où la bulle informatique éclaterait. Tyler, toujours opportuniste, a tenté une autre approche. C'est incroyable, Nat. On devrait discuter de passerelles possibles entre nos structures. J'ai développé un nouveau pôle chez Parker Industries qui s'accorderait parfaitement avec tes systèmes de sécurité. Tu parles du pôle qui a perdu 12 millions de dollars au dernier trimestre à cause de choix de développement obsolètes, ai-je demandé. Plusieurs visages se sont tournés vers Tyler avec étonnement. Visiblement, ce détail précis n'avait pas été évoqué lors des réunions de famille. Comment a-t-il commencé avant de se couper lui-même? La tante Diane est intervenue, déployant son aisance mondaine. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous immensément fiers de toi aujourd'hui, Nathalie. Nous avons toujours su que tu étais quelqu'un de spécial. Elle a jeté un regard vers mon hélicoptère puis s'est tournée vers moi. Nous n'avions simplement aucune idée de l'ampleur de ta réussite. Tu es resté si modeste. Je ne suis pas resté modeste, l'ai-je corrigé. Je suis resté discrète. Ce n'est pas la même chose. D'autres membres de la famille ont commencé à m'entourer, se découvrant subitement des raisons pressantes de renouer avec cette cousine autrefois invisible. Des cousins éloignés qui ne m'avaient jamais adressé plus de 2 mots se prétendaient admiratifs de longue date. Des tantes qui gloussaient sur mes vêtements d'occasion complimentaient désormais mon élégance épurée. L'oncle James a profité d'un instant d'accalmie pour hausser le ton. Je crois que cela mérite un toast. Marcus, apporte la bouteille de champagne d'exception de la cave. Des murmures d'approbation ont parcouru l'assemblée. Il s'est tourné vers la famille réunie avec l'allure d'un homme qui reprend le contrôle de la situation. La réussite de Nathalie est la réussite de toute la famille. Les Parker ont toujours été des gens d'action. J'apprécie l'intention, ai-je dit, mais je n'ai pas le temps pour du champagne. Mon pilote m'attend et j'ai des réunions matinales à New York.
Tu peux bien retarder ton départ de quelques minutes pour trinquer avec les tiens, a insisté l'oncle James, une pointe de fermeté perçant sous sa voix. Le message était clair, il avait besoin de cette mise en scène pour sauver les apparences. En fait, j'aimerais m'entretenir un instant seul avec toi avant de partir, lui ai-je proposé. Peut-être sur la terrasse. Il a hoché la tête d'un air rigide, et nous nous sommes écartés du groupe. L'air de la soirée était frais, les éclairages du jardin projetant de longues ombres sur la pelouse tondue de près où mon hélicoptère patientait. Nathalie, a-t-il commencé dès que nous fûmes seuls. J'espère que tu as conscience que les petits malentendus entre nous au fil des ans n'avaient rien de personnel. Les affaires sont les affaires et la famille est la famille. C'est précisément là le problème, oncle James. Tu as géré la famille comme une structure d'entreprise avec toi au sommet. Chaque réunion, chaque échange était conçu pour asseoir ton autorité et rabaisser ceux qui ne correspondaient pas à tes critères de réussite. Il a froncé les sourcils. C'est une lecture bien sévère de nos réunions familiales. Ah oui? Quand j'avais 10 ans, j'ai entendu la tante Diane qualifier mes parents de cas sociaux. Au mariage de Brittany, tu m'as désigné comme l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire devant une centaine d'invités. Au Thanksgiving dernier, tu m'as suggéré de me lancer dans la vente d'assurance pour le jour où mon hobby informatique s'effondrerait. On dit parfois des choses qui dépassent notre pensée. Non, ai-je coupé fermement. On dit des choses que l'on pense tout à fait sur le moment, mais que l'on regrette plus tard quand la situation change. Tu pensais chacun de ces commentaires méprisants, chacune de ces remarques ambiguës, chaque fois que tu nous installais en bout de table. Tu le pensais parce que tu étais intimement convaincu que nous étions inférieurs à toi. Il n'a pas cherché à le nier immédiatement, ce qui fut sans doute son geste le plus honnête envers moi depuis des années. Qu'est-ce que tu attends de moi, Nathalie, a-t-il fini par demander. Si c'est au sujet de TrueShield. Ce n'est pas une question d'affaires, ai-je précisé. Même si, puisque tu l'évoques, je vais engager des réformes de fond chez TrueShield. L'équipe dirigeante actuelle a profité des employés et négligé la protection des données. Les marges de profit qu'on t'avait promises reposaient sur des méthodes intenables. Tu ne peux pas simplement. Je le peux, et je le ferai. Ma première mesure sera de revaloriser la grille salariale de l'ensemble des employés pour garantir des revenus décents. Ma deuxième sera de déployer nos protocoles de sécurité de premier plan, quitte à réduire temporairement les bénéfices à court terme. Ma troisième sera d'instaurer un comité d'éthique doté d'un réel pouvoir d'intervention. Il m'a dévisagé, réalisant enfin qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire personnelle. J'avais le pouvoir de transformer sa nouvelle acquisition selon la vision de mon entreprise. Quant à ce que j'attends sur le plan personnel, ai-je poursuivi, c'est très simple, du respect. Non pas parce que je suis désormais plus fortuné que toi, même si c'est le cas, mais parce que je suis de ta famille. Le même respect que tu aurais dû témoigner à mes parents durant toutes ces années. Le même respect auquel chacun a droit, peu importe son patrimoine. Et si je m'y refuse, a-t-il demandé calmement. Alors ce sera ma dernière réunion de famille, ai-je répondu simplement. Je n'ai pas bâti mon entreprise pour te défier, oncle James. Je l'ai fait parce que je croyais en ce que Lucas et moi avions conçu. Mais je refuse de continuer à m'exposer, moi ou mes parents, à un cadre où notre valeur humaine se mesure à l'aune de nos relevés bancaires. Il est resté silencieux un long moment, son regard se perdant sur ce domaine qui avait servi de décor aux rapports de force familiaux pendant des décennies. Lorsqu'il a enfin repris la parole, son ton avait perdu un peu de son assurance coutumière. Je ne sais pas comment être différent de ce que j'ai été durant toutes ces années. Tu pourrais commencer par écouter plutôt que de juger, ai-je suggéré. Tu as passé tellement de temps à vouloir être la figure de réussite de cette famille que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre à nous connaître au-delà de notre intérêt économique pour toi. Notre échange a été interrompu par Tyler, qui s'est approché avec une impatience non dissimulée. Papa, tout le monde attend que tu lances le toast. Et Nat, je pense vraiment qu'on devrait évoquer les collaborations possibles avant ton départ. Mon équipe a des idées novatrices qui compléteraient parfaitement vos protocoles de sécurité. J'ai observé mon cousin avec attention. Tyler, à quand remonte la dernière fois où tu as travaillé un week-end? Il a scié, déstabilisé. Quoi? Un week-end? Un samedi et un dimanche. Quand as-tu travaillé durant ces jours pour la dernière fois? Je veux dire. Nous avons tous besoin d'un équilibre entre vie pro et vie perso. C'est du bon management, c'est tout. J'ai travaillé tous les week-ends durant les 6 dernières années, lui ai-je dit.
Avant notre deuxième levée de fonds, Lucas et moi avons dormi dans nos bureaux pendant 3 mois consécutifs pour économiser nos ressources. Notre développeur principal a codé avec 39,5 de fièvre pour respecter une échéance cruciale. C'est ce que demande la création de quelque chose à partir de rien. Il est resté sans voix, son attitude montrant que ces réalités lui étaient totalement étrangères. Je dois y aller, ai-je dit en regardant ma montre. Michael a validé son plan de vol et nous devons respecter notre créneau de départ. Je me suis retourné vers l'oncle James. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Un véritable changement demandera bien plus qu'un toast avec du champagne de prix. Alors que je me dirigeais vers l'hélicoptère, une voix m'a appelé derrière moi. Nathalie, attends. Je me suis retourné pour voir ma cousine Emma, la plus jeune fille de l'oncle James. Contrairement à ses frères et sœurs, Emma s'était toujours montrée amicale, bien que réservée. À 24 ans, elle venait d'obtenir son diplôme universitaire et semblait peu à l'aise avec les valeurs matérialistes de sa famille. Je voulais juste te dire que c'était extraordinaire, a-t-elle soufflé, encore un peu essoufflée d'avoir couru. Pas pour l'hélicoptère ou la fortune, mais pour leur avoir tenu tête. J'en rêve depuis des années. J'ai souri sincèrement pour la première fois de la soirée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver cette force. Elle a marqué un temps d'arrêt. Est-ce que tu accepterais qu'on prenne un café un de ces jours? Je cherche encore ma voie, et j'adorerais savoir comment tu as tracé la tienne. J'ai scruté son visage, n'y trouvant aucun calcul ni arrière-pensée, seulement de la curiosité sincère. Avec plaisir, ai-je répondu en sortant une carte de visite. Appelle mon secrétariat la semaine prochaine. Je me libérerai du temps. C'est vrai? Merci beaucoup. Son enthousiasme était palpable et réconfortant de sincérité. En montant à bord de l'hélicoptère, j'ai jeté un dernier regard à mes proches rassemblés sur la terrasse. L'oncle James se tenait un peu à l'écart, serrant toujours la pochette que je lui avais remise, l'air indéchiffrable. La tante Diane gesticulait devant ses amis, s'employant sans doute déjà à réécrire l'histoire à son avantage. Mes cousins pianotaient sur leur téléphone, probablement occupés à faire des recherches sur moi et mon entreprise pour la toute première fois. Les rotors ont accéléré, et nous nous sommes élevés avec souplesse dans le ciel nocturne. Le manoir et ses résidents sont devenus de plus en plus petits en dessous de nous. Cette revanche que j'avais tant espérée m'a procuré un sentiment différent de ce que j'imaginais. Moins de triomphalisme revanchard, et plus le sentiment profond qu'une page venait de se tourner. Reste à savoir si un nouveau chapitre plus sain allait s'ouvrir. Un mois plus tard, je me tenais devant les baies vitrées de mon appartement terrasse, regardant un orage d'été balayer l'horizon de Boston. Les volumes étaient modernes et épurés, sans ostentation, privilégiant un confort raffiné plutôt qu'un luxe tapageur. Cet espace me ressemblait désormais, quelqu'un qui apprécie la qualité et l'harmonie, sans éprouver le besoin d'étaler sa réussite pour se sentir confiante. Les révélations lors de la réunion chez l'oncle James avaient ébranlé la famille de diverses manières. Certains proches avaient redoublé de flatteries, m'envoyant des présents coûteux et des messages chaleureux affirmant qu'ils avaient toujours cru en moi. D'autres s'étaient emmurés dans un silence chargé de rancœur. Quelques-uns, à ma grande surprise, m'avaient contacté avec une volonté sincère de renouer sur des bases plus authentiques. L'oncle James lui-même m'avait fait parvenir un mot écrit à la main, pas un courriel ni un message écrit à la va-vite, mais une véritable lettre sur papier épais reconnaissant qu'il s'était montré injuste envers mes parents et moi pendant des années. Sans aller jusqu'à présenter des excuses formelles, cette démarche témoignait d'une introspection que je ne lui aurais pas cru accessible. Le dernier paragraphe mentionnait qu'il engageait certaines des réformes que j'avais suggérées chez Troushield, constatant que l'ambiance de travail s'en trouvait grandement améliorée. S'agissait-il d'une véritable prise de conscience ou d'un ajustement stratégique face à de nouveaux rapports de force? La question restait entière. La revanche que j'avais si longuement rêvée s'était révélée décevante sous bien des aspects. Certes, voir leur visage défait, ce respect soudain et ce renversement de situation m'avaient procuré une certaine satisfaction, mais cela n'avait pas effacé les blessures de plusieurs décennies de dédain et de condescendance. Il faudrait bien plus qu'une arrivée théâtrale en hélicoptère pour les guérir. Ce qui s'est avéré précieux au-delà de mes attentes, ce fut ma rencontre autour d'un café avec ma cousine Emma. Contrairement aux autres, elle cherchait à comprendre le chemin parcouru plutôt qu'à simplement contempler le résultat. Nous avons discuté pendant 3 heures de persévérance, de la quête de sens au-delà des aspects matériels et du courage nécessaire pour s'affranchir des attentes d'autrui.
Je me suis surprise à lui confier des doutes et des difficultés que j'évoquais rarement, même avec Lucas. À la fin de notre discussion, je lui ai proposé un stage au sein de notre pôle marketing, en lui précisant bien qu'elle ne bénéficierait d'aucun traitement de faveur en dehors de cette opportunité initiale. Je ne cherche pas de passe-droit, avait-elle répondu avec assurance. Je veux apprendre à construire quelque chose qui ait du sens. Cette unique relation sincère m'a apporté plus d'apaisement que le grand déballage devant le reste de la famille. Mes parents ont également contribué à m'apporter un recul salutaire. Quand j'ai fini par leur dévoiler l'étendue exacte de ma réussite, un sujet que j'avais minimisé même avec eux pour ne pas compliquer leur relation avec l'oncle James, mon père a éclaté de rire. Nous savions que les choses prenaient une autre dimension, a-t-il avoué. Tu pensais qu'on ne te verrait pas essayer de nous faire des cadeaux qui valaient plus que notre crédit immobilier? Nous avons fait des recherches sur Internet il y a des années, ma grande. Pourquoi ne m'avoir rien dit, ai-je demandé, stupéfaite. C'était ton histoire, c'était à toi de nous la raconter quand tu te serais sentie prête, a expliqué ma mère. Même si je dois bien avouer que le coup de l'hélicoptère était un peu exagéré. Ses yeux pétillaient de malice. J'ai consacré une partie de mes ressources à leur offrir une maison confortable dans une station balnéaire qu'ils affectionnaient depuis toujours. Rien de somptueux ni d'exubérant, simplement un endroit chaleureux où mon père pouvait prendre sa retraite du garage et ma mère quitter son poste de secrétaire qui se faisait de plus en plus pesant. Ils ont accepté ce présent, mais ont poliment décliné ma proposition d'établir une dotation financière bien plus importante. Nous sommes fiers de toi au-delà des mots, m'a dit mon père. Mais nous n'avons pas besoin de fortune. Nous voulons simplement être confortablement installés et savoir que tu es heureuse. Leur bonheur simple dans un cadre de vie que l'oncle James avait toujours jugé insuffisant constituait sans doute la plus belle leçon de toute cette aventure. Les transformations les plus profondes se sont opérées en moi-même. L'entreprise poursuivait sa croissance, mais j'avais appris à déléguer davantage, m'en remettant à notre équipe talentueuse pour maintenir notre cap pendant que je me consacrais à la stratégie de long terme et à l'innovation. Lucas s'était accordé un congé sabbatique d'1 mois, son premier véritable repos en 6 ans, pour revenir l'esprit débordant d'enthousiasme et d'idées nouvelles. J'ai mis sur pied un programme de bourse pour des étudiants issus de milieux modestes désireux de s'orienter vers les technologies, avec une attention particulière pour les jeunes femmes ayant un parcours similaire au mien. La première promotion de 20 boursières entamerait ses études d'informatique à l'automne, bénéficiant d'une prise en charge complète de leurs frais de scolarité et du parrainage des meilleurs cadres de notre entreprise. Ma relation avec l'argent avait changé. La griserie du début, celle de pouvoir tout s'offrir, avait laissé place à une réflexion plus mûre sur ce qui apporte un réel épanouissement. Certes, je conservais mon hélicoptère car j'aimais profondément piloter, mais j'avais réalisé que les expériences vécues et les relations sincères m'apportaient bien plus de joie que l'accumulation de biens matériels. J'avais même recommencé à faire des rencontres, croisant le chemin d'Alexander lors d'un colloque sur l'éthique dans les technologies où nous intervenions tous les deux. En tant que fondateur d'une jeune entreprise d'énergie renouvelable, il mesurait les exigences requises pour bâtir un projet d'envergure et n'évaluait pas la réussite sous le seul angle financier. Notre relation était encore jeune, mais se fondait sur une estime mutuelle et des valeurs communes plutôt que sur nos patrimoines respectifs. Dehors, l'orage redoublait d'intensité, les éclairs illuminant le ciel par intervalles réguliers. Mon téléphone a vibré, signalant un message d'Emma qui partageait avec moi ses idées pour une stratégie marketing destinée à l'un de nos petits clients. Sa créativité naturelle, libérée des critères rigides de réussite de l'oncle James, s'épanouissait d'une manière qui me rappelait mes propres débuts. La vérité que j'avais fini par comprendre était que la vraie richesse n'avait rien à voir avec des hélicoptères ou des appartements de prestige. Elle résidait dans la liberté de définir ma propre réussite, de bâtir quelque chose d'utile qui survive aux rapports financiers trimestriels et de tisser des liens fondés sur le respect mutuel plutôt que sur l'intérêt. Avais-je réellement besoin de cette arrivée spectaculaire en hélicoptère pour me faire entendre? Probablement pas. C'était théâtral et sans doute un peu mesquin. Mais après des années passées à être rabaissé, peut-être que ce moment d'affirmation indéniable m'était nécessaire, non pas pour eux, mais pour moi-même. Une façon de clore définitivement un chapitre douloureux avant de commencer le suivant, guidé par ma propre valeur plutôt que par le regard des autres. L'entreprise allait poursuivre sa croissance. Certaines relations familiales allaient s'apaiser tandis que d'autres resteraient distantes. L'avenir apporterait de nouveaux défis qui demanderaient de l'adaptation et de la ténacité. Mais la jeune fille inquiète et peu sûre d'elle qui avait un jour surpris des mots blessants sur son compte avait enfin trouvé la paix. Non pas par la rancœur ou l'éclat d'une revanche,
mais en réalisant qu'elle avait toujours eu de la valeur, peu importe ce qu'en pensaient les autres. Je me suis détourné de la fenêtre alors qu'un nouvel éclair illuminait l'espace que j'avais bâti à force de travail et de ténacité. L'orage finirait par s'éloigner, comme tous les orages. Et quand le calme reviendrait, je serais toujours là, en accord avec moi-même, sereine quant à ma valeur, occupée non pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à construire quelque chose qui compte. Et vous? Avez-vous déjà dû prouver votre valeur à des proches qui vous sous-estimaient? Comment avez-vous réagi? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans l'espace commentaire. Et si cette histoire d'affirmation de soi et de recherche de sa propre voix vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres récits de dépassement de soi. N'oubliez pas que la véritable réussite ne se chiffre pas en hélicoptère ou en compte bancaire, elle s'évalue à l'impact que vous laissez autour de vous et aux relations authentiques que vous construisez en chemin. D'ici là, c'était Nathalie Parker, je vous salue et vous souhaite de trouver le courage de définir votre propre réussite.